C'est un matin de début de printemps, mais une violente tempête a englouti la baie. La mauvaise visibilité enveloppe le pont Sunshine Skyway. Les conducteurs ne savent pas qu'il n'y a plus de pont devant eux, seulement un abîme et une mer d'un bleu profond. La Floride est la destination idéale au printemps. Des températures douces et des journées ensoleillées attirent des millions de touristes dans cette partie des États-Unis. Cependant, aujourd'hui, le 9 mai 1980, c'est différent. Un brouillard tombe sur la baie de Tampa et la voie maritime très fréquentée qui relie le golfe du Mexique au port de Tampa Bay. Le capitaine John Larrowe, à la barre du navire porte-conteneur Summit Venture, sait qu'il doit être très prudent en manœuvrant dans la baie lorsque le temps est mauvais. En route vers le port, il doit passer sous le pont Sunshine Skyway. Un autre navire arrive en sens inverse, ce qui le rend encore plus prudent. Puis, soudainement, une rafale frappe la baie. Larrowe peut à peine voir quoi que ce soit devant lui, et son radar devient incontrôlable. Il vaut mieux qu'il arrête le navire. Plus facile à dire qu'à faire cependant, car le vent balance son navire comme un jouet. Puis il la heurte l'une des piles du pont Skyway. Depuis la timonerie, John Larrowe ne peut qu'observer alors que le pont s'effondre dans l'eau. Une tragédie est imminente. John Larrowe avait une grande expérience en tant que pilote. Au cours de sa carrière, il a piloté toutes sortes de navires en provenance du Japon, d'Europe et d'Afrique du Sud. À l'époque, il travaillait comme pilote adjoint du port et devait devenir capitaine de navire dans quelques jours. Il devait conduire les navires en sécurité du golfe du Mexique à la baie de Tampa. Le jour de la catastrophe, il avait effectué cette manœuvre plus de 800 fois. Il connaissait la baie comme sa poche, mais il savait aussi à quel point elle pouvait être traîtresse, surtout lorsque le temps était mauvais. Le matin de la catastrophe, il n'y avait qu'une légère brume planant au-dessus de la baie. À 6h30, le cargo sous pavillon ibérique Summit Ventures s'est arrêté à Egmont Key pour prendre l'Hérault à bord. Après avoir pris le contrôle du navire, l'Hérault l'a dirigé vers le pont Skyway. Malheureusement, le brouillard est devenu plus dense et la pluie a commencé à tomber. Dans cette zone de la baie, où les eaux sont peu profondes, le mauvais temps pouvait rendre la manœuvre d'un si grand navire problématique. Avec un autre navire, le tanker Pure Oil, quittant le port au même moment et se dirigeant vers le pont, l'Hérault devait être particulièrement prudent. Alors qu'il approchait du pont par l'ouest à 7h18 du matin, une forte pluie a commencé à tomber. Avec les précipitations qui ne cessaient pas d'augmenter, l'Hérault a réduit la vitesse de 12 miles à l'heure à seulement 6 miles à l'heure. À 350 yards des bouées d'alignement placées pour guider la navigation vers la travée principale du pont, la forte pluie s'est transformée en une averse aveuglante, suivie de vents violents frappant le navire. La visibilité a été réduite à peine 500 pieds, et c'est à ce moment-là que le radar s'est affolé. Comme il ne pouvait pas voir les bouées, l'Hérault a envoyé 2 vigies à la proue du navire. À 7h28, l'un des vigies a repéré la bouée sud 2A sur le côté bâbord du navire. Cela signifiait que le Somme Adventure se trouvait au sud de la trajectoire prévue. Heureusement, ce n'était pas de beaucoup. Convaincu que le vent soufflait du sud-est et en sa faveur, l'Hérault fit un virage à gauche pour remettre le navire sur la bonne trajectoire. Par malheur, le vent changea soudainement de direction et se mit à souffler du nord-est. Au lieu de revenir sur la bonne trajectoire, le navire s'en éloignait encore plus. Pire encore, l'Hérault n'en avait absolument aucune idée. À 7h32, il remarqua l'une des piles du pont sur son tribord. Il allait entrer en collision avec elle. Même s'il fut surpris de voir la pile, l'Hérault garda son sang-froid. Il ordonna de mouiller les ancres et fit marche arrière avec les moteurs pour arrêter le navire. Cependant, même s'il avançait lentement, il ne put l'arrêter. Le vent soufflant du nord-ouest était trop fort. Comme le navire était vide et flottait haut sur les vagues, il a simplement glissé directement contre le bras d'ancrage de la pile 2S de la travée sud du pont à 7h33. La pile de soutien secondaire s'est effondrée immédiatement après l'impact, provoquant la chute dans la mer de la travée principale du pont long de 1297 pieds. Conscient de la situation dangereuse, l'Hérault a immédiatement appelé les gardes-côtes par radio en criant à l'aide. Urgence. Tout le matériel de secours doit être envoyé au pont Skyway. Un navire vient de percuter le pont Skyway.
Le pont Skyway est effondré. Envoyez tout le matériel de secours au pont Skyway. Le pont Skyway est effondré. Il y a une situation d'urgence majeure. Arrêtez la circulation sur ce pont Skyway. Arrêter la circulation immédiatement sur un trajet de 14 miles entre deux péages était impossible, surtout pendant l'heure de pointe du matin. Au moment de l'impact, des centaines de véhicules se trouvaient encore sur le pont. Dans l'un d'eux se trouvait Wesley McIntyre, un chauffeur à la retraite qui faisait des petits boulots pour joindre les deux bouts. Alors qu'il montait sur le pont et s'approchait de la travée centrale, il sentit son pick-up Ford Courier tanguer de haut en bas. Le pauvre homme pensait que c'était le vent qui soufflait sur le pont. À cause du brouillard et de la forte pluie, il n'a pas vu que le pont s'était effondré devant lui. Puis, tout à coup, son pick-up a plongé. Choqué, McIntyre a appuyé sur les freins, mais il était déjà dans les airs. Avant qu'il ne réalise ce qui se passait, le véhicule est tombé du tablier du pont et a rebondi dans l'eau. Ce n'est que lorsque la voiture a commencé à couler et à se remplir d'eau que McIntyre a repris ses esprits. Il a forcé la portière côté conducteur et s'est extirpé du véhicule en train de couler. Heureusement, McIntyre avait été formé à la natation dans la marine, alors il a nagé de toutes ses forces jusqu'à atteindre la surface. Alors qu'il reprenait son souffle, le conducteur pouvait voir que toute la travée principale du pont avait disparu. Seule une berline Buick jaune se trouvait au bord du pont effondré. C'était vraiment un miracle qu'il ait survécu à une chute de 150 pieds. Malheureusement, il était le seul survivant parmi les 36 personnes qui sont tombées du pont. Avec son pick-up, la structure qui s'effondrait a emporté 5 autres voitures, un camion et un bus Greyhound avec 23 passagers à bord. Après avoir passé un certain temps dans l'eau, accroché à un morceau de métal flottant, Wesley McIntyre a été sauvé par l'équipage de Somme Adventure, le même navire qui l'avait conduit à se retrouver là. À l'intérieur de la voiture jaune au sommet du pont se trouvait Richard Hornbuckle et ses 3 amis. Lorsqu'il a vu qu'il manquait une partie du pont devant lui, Richard a freiné. Il a réussi à arrêter sa voiture sur une section en pente à seulement 35 cm du bord. Ils ont frôlé la mort. Les moteurs encore en marche, ils ont quitté la voiture et couru se mettre à l'abri. Peu après l'effondrement, la tempête cessa, permettant aux bateaux de secours d'arriver sur les lieux. L'équipe de sauvetage maritime de l'université Eckerd fut la première sur place. Leurs efforts furent cependant vains. Il n'y avait aucun survivant à secourir. Il n'y avait que des corps à récupérer. Bientôt, les gardes-côtes arrivèrent, ainsi que la police et d'autres véhicules de secours. Mais au moment de leur arrivée, tout était déjà terminé. Ils ne pouvaient qu'observer la scène et se demander comment on en était arrivé là. Les ponts étaient conçus pour résister à l'impact des navires, n'est-ce pas ? Le pont Skyway a été ouvert à la circulation le 6 septembre 1954, remplaçant un ferry qui traversait la baie de Tampa de Point Panelas à Piney Point. Le pont se composait de 2 travées latérales en treillis à tablier supérieur et d'une travée centrale en porte-à-faux en acier. La construction mesurait 4,2 miles de long et reposait sur des piliers en béton espacés de 135 pieds, sauf pour la travée principale où les piliers étaient espacés de 864 pieds. Des 2 côtés du pont, une longue travée basse reliait celui-ci aux rives de la baie de Tampa. La longueur totale du projet était de 14 miles. En 1969, la construction d'un pont jumeau a commencé juste à côté de l'existant. Ouvert à la circulation en 1971, le nouveau pont était censé gérer le trafic en direction du sud, tandis que l'ancien gérait le trafic en direction du nord. Le dégagement vertical et horizontal de la travée principale était respectivement de 47 mètres et 268 mètres. Le fond marin en dessous a été dragué jusqu'à une profondeur de 11 mètres permettant aux plus grands navires de passer par la voie navigable. Les piliers soutenant la travée principale étaient d'imposantes structures en béton conçues pour résister à l'impact de grands navires. Pour renforcer leur protection, des défenses en béton ont été installées. Dans l'ensemble, il était difficile pour un navire de heurter l'un des piliers centraux, et encore moins de le faire s'effondrer. Cependant, les concepteurs du pont auraient dû envisager un scénario dans lequel un navire naviguerait en dehors de la voie principale de navigation, ce qui est précisément ce qui s'est passé avec Somme Adventure. Le navire n'a pas percuté le pilier principal de la travée, mais le pilier adjacent du bras d'ancrage, le pilier 2S. Le pilier n'avait pas de défense et sa construction était plus faible, suffisamment pour être détruit par l'impact.
Assurant le soutien de la travée en treillis latéral et du bras d'ancrage, le pilier était essentiel à la stabilité de l'ensemble de la construction. Lorsqu'il s'est effondré, il a entraîné toute la section du pont qu'il soutenait. Les enquêteurs du Conseil national des transports ont conclu que le bastingage et le gaillard d'avant du Sum-Adventure avaient été toucher le pilier avant que la proue ne frappe le mur anti-collision du pilier. Les murs anti-collision sont construits à la base du pilier et sont plus grands et plus solides que le pilier lui-même. Leur rôle était d'encaisser un choc à la place du pilier. Si le mur pare-choc du pilier 2S avait été un peu plus grand, il aurait absorbé le choc initial du navire, l'aurait amorti et aurait redirigé le navire, de sorte que son bastingage et son gaillard d'avant n'entrent pas en collision avec le pilier. Les enquêteurs ont aussi noté l'absence de système de détection de défaillance et d'alerte sur le pont, contribuant à l'issue tragique de l'accident. Quand la section du pont s'est effondrée, le bus et 4 berlines étaient encore à distance. Si le système d'alerte avait été installé et activé, il aurait pu avertir les conducteurs des dangers à venir. De ce fait, à cause des fortes pluies, ils n'ont pas pu voir qu'une partie du pont manquait et ont roulé droit vers leur mort. En fin de compte, l'étude de l'effondrement menée par le Conseil national des transports a déterminé que le principal facteur ayant contribué à la catastrophe était une violente tempête. C'est la rafale, cette brusque augmentation de la vitesse du vent qui a duré quelques minutes, qui a provoqué l'accident. John Larrow, à la barre du Sum-Adventure, tenait compte d'un vent de sud-est lorsqu'il a essayé de rediriger le navire vers la principale voie de navigation. Cependant, une rafale soudaine a changé la direction du vent et s'est mise à souffler du nord-est, poussant le navire directement contre la pile du bras d'ancrage. Dans ces circonstances, il n'y avait rien que Larrow puisse faire à ce sujet. Par un vote de 3 contre 2, le Conseil national de la sécurité des transports a déterminé que le capitaine n'était que partiellement responsable de l'accident. Le président du Conseil a déclaré qu'il avait agi raisonnablement dans la situation dans laquelle il s'est trouvé. En conclusion de leur étude, le NTSB a formulé une série de recommandations à l'administration fédérale des autoroutes, qui concernaient principalement l'élaboration de normes pour la conception, la performance et l'installation de systèmes de détection et d'alerte en cas de défaillance de travée de pont. C'était trop long. En coopération avec les gardes-côtes, l'administration fédérale des autoroutes devait déterminer quels ponts aux États-Unis n'étaient pas équipés d'une protection adéquate des piles structurelles et élaborer des normes pour leur conception. Après l'effondrement, la travée en direction sud du pont a été fermée et toute la circulation a été redirigée sous l'ancienne travée. La construction d'un nouveau pont de remplacement a commencé en 1983, Il a été inauguré le 30 avril 1987. Composé d'une paire de longs ponts à poutres avec un pont à haubans central, le nouveau pont Sunshine Skyway est totalement différent de son prédécesseur. La travée principale mesure 1200 pieds d'eau de large avec une tirant-d'air de 180 pieds. Quant à l'ancien pont, ses accès ont été conservés intacts et transformés en jetées de pêche. La dernière personne à avoir traversé le pont avant sa démolition était Wesley McIntyre, accompagné de son épouse. Au sommet de la travée principale, ils ont jeté 35 œillets blancs dans l'eau en mémoire des personnes qui ont perdu la vie lors de la catastrophe du Skyway Bridge en 1980. Regardez ensuite cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci d'ajouter un like et de laisser un commentaire si vous souhaitez soutenir la chaîne.